J'ai 69 ans. J'ai emménagé chez mon fils et ma belle-fille pour les aider avec mes petits-enfants. Chaque nuit, précisément à 4 heures du matin, mon fils et ma belle-fille descendaient au sous-sol et verrouillaient la porte. Un jour, ma curiosité a eu raison de moi et j'ai regardé par la grille. Ce que j'ai vu dans l'obscurité m'a presque fait défaillir. J'ai immédiatement appelé un taxi pour m'enfuir avec mes petits-enfants. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy, de cliquer sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez. J'apprécie vraiment. Bonne écoute. Ma journée commence à 6 heures du matin. Je n'ai pas besoin de réveil. Je suis réveillé par un métronome interne, affiné par plus de 4 décennies de travail comme infirmier-chef au CHU de la Salpêtrière à Paris. Me réveiller alors qu'il fait encore noir et silencieux dehors est une habitude ancrée dans mon être. Ici, dans cette grande maison qui résonne et qui appartient à mon fils, l'habitude est devenue une nécessité. Je descends à la cuisine. Elle ressemble à une salle d'opération, tout en inox et surface blanche froide. Aucun détail superflu. Rien de chaleureux ne peut subsister. Chloé, ma belle-fille, est obsédée par la stérilité. J'allume la machine à café, un engin compliqué qui vibre comme un appareil médical. Je ne bois pas de café, c'est interdit pour moi, mais son arôme doit remplir la maison au bon moment, à 8 heures, quand elle et Maxime descendent de leur chambre au 2e étage. Ils appellent ça « créer une atmosphère productive ». Tous les deux travaillent de chez eux, dans leur bureau dédié, des gens importants. Pendant que le café coule, je prépare la pâte à crêpes pour Lucas et Emma. Lucas a 7 ans. Il est sérieux et réfléchi, comme un petit vieux. Emma a 5 ans. Elle est pure lumière, un rayon de soleil qui empêche cette maison d'être complètement glaciale. Je suis là pour eux. Pour eux, j'ai vendu mon appartement confortable de 2 chambres dans le centre de Paris, celui avec les fenêtres donnant sur la place de la République. J'ai donné chaque centime, chaque euro, pour l'apport de ce palais de banlieue parisienne. « Papa, ce sera tellement mieux », m'avait dit Maxime en me serrant dans ses bras. « On vivra comme une grande famille. Tu nous aideras avec les enfants et nous prendrons soin de toi. » Et j'aide. Je cuisine, je nettoie, je fais la lessive et le repassage. Je conduis Lucas à son école Montessori et Emma à la maternelle. Je joue avec eux, leur lis des histoires, soigne leurs petits pieds d'enfance brisés et froids. Je suis le grand-père, le cuisinier et la femme de ménage 24 heures sur 24. Un ajout gratuit et discret à leur vie brillante. Et eux prennent soin de moi. Oui, j'ai ma propre petite chambre au 1er étage près de la cuisine, pour qu'il soit plus facile de me lever le matin. Chacune de mes journées est identique à la précédente, comme si quelqu'un avait mis un vieux disque vinyle et que l'aiguille était coincée dans le même sillon. Petit déjeuner pour les enfants, déjeuner pour les adultes, nettoyage, lessive, courses, dîner, histoire du soir. Tourner, tourner, recommencer. Maxime et Chloé n'émergèrent de leur bureau que pour manger ou donner des instructions. « Papa, repasse mes chemises. J'ai une visioconférence critique demain. Papa chéri, n'oublie pas de commander les filtres à eau et donne à Emma un nouveau carnet de dessin. Elle a déjà rempli celui-ci. Ils ne me demandent pas, ils m'informent. Pour eux, je suis un meuble utile mais inanimé. Mais il y a un trou dans cette routine contrôlée, quelque chose qui ne rentre pas dans leur emploi du temps parfait. Quelque chose qui se passe chaque nuit, précisément à 4 heures du matin. Je l'entends presque à chaque fois. Le grincement d'une porte de chambre à l'étage, puis le silence, des pas presque inaudibles descendant les escaliers. Ils se déplacent en synchronisation, comme 2 conspirateurs. Ils passent devant ma porte, traversent tout le 1er étage, et s'arrêtent devant la lourde porte en chêne qui mène au sous-sol. J'entends la clé tourner. Un son profond et dur qui envoie une vague de malaise dans ma tête à chaque fois. La porte se ferme et le silence tombe, seulement brisé quelques secondes plus tard par un son monotone et sourd. On dirait qu'une sorte de machine fonctionne là en bas, un purificateur d'air ou quelque chose du genre. Au début, je ne m'en souciais pas. Les jeunes ont leurs affaires.
Peut-être que Maxime a aménagé une cave à vin ou que Chloé a un atelier. C'est un espace de rangement. Chloé avait plaisanté une fois quand j'avais demandé ce qu'il y avait au sous-sol. De vieilles affaires, des outils, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'y pensais pas. J'essayais de ne pas y penser, mais le rituel nocturne se répétait avec une précision effrayante. Chaque jour, à 4 heures, le son de la clé, le bourdonnement. À précisément 7 heures du matin, un autre bruit, et ils remontaient, toujours ensemble. Leur visage était étrange, après, fatigué, mais avec une expression concentrée, presque clinique, comme s'ils n'avaient pas dormi, mais veillé un patient malade. Cette inexplicable veille nocturne a commencé à me tracasser. Que pouvait-il bien faire au sous-sol pendant 3 heures chaque nuit? Pourquoi verrouiller la porte avec un verrou aussi lourd? L'anxiété grandissait lentement, comme du lierre grimpant, s'enroulant autour de mon cœur. Je combattais les mauvaises pensées, me reprochant d'être un vieux suspicieux, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment froid et lourd. Puis, cette nuit-là est arrivée. Tout a commencé avec Lucas. Vers 3 heures du matin, il est entré dans ma chambre, tremblant, les yeux écarquillés de peur. « Grand-père, j'ai fait un cauchemar. Je l'ai serré dans mes bras, il s'est blotti contre moi et j'ai caressé ses cheveux emmêlés. Il s'est recroquevillé contre moi, petit corps, chaud et effrayé. Je lui ai murmuré des mots réconfortants, lui racontant une histoire silencieuse sur un petit écureuil courageux. Lentement, sa respiration est devenue régulière. Il s'est endormi. Je me suis réveillé au son mesuré de l'horloge de grand-père dans le salon. Et puis, c'est arrivé. 4 heures. Le grincement de la porte à l'étage, les pas feutrés. Je me suis réveillé, ma respiration s'est arrêtée. Ils sont passés devant ma chambre, leur silhouette bloquant momentanément la lumière sous ma porte. Et puis, il y a eu ce claquement lourd et définitif de la porte du sous-sol. Cette fois, je ne pouvais pas l'accepter. Quelque chose en moi a cédé, une barrière qui retenait ma curiosité et ma peur s'est brisée. C'était une sensation presque physique, comme être poussé de derrière. Prudemment, pour ne pas réveiller Lucas, je me suis glissé hors des couvertures. En temps réel, retenant mon souffle, j'ai traversé ma chambre et ouvert doucement la porte. La pièce était sombre. Seule la faible lumière de la veilleuse du salon projetait de longues ombres tremblantes sur le sol. Je me suis dirigé vers la porte du sous-sol. Chaque pas résonnait dans ma tête. Le sol sous mes pieds était froid. Arrivé à la porte, j'ai fait une pause. Le bruit était plus clair ici, et je sentais une odeur forte, mais douloureusement familière, une odeur impossible à confondre. C'était l'odeur des couloirs d'hôpital, l'odeur de désinfectant, d'antiseptique. Mon cœur battait quelque part dans ma gorge, frénétique et désespéré. Pourquoi le sous-sol sentait-il l'hôpital? Qu'y avait-il là en bas? Un frisson a parcouru mon corps. Je me suis agenouillé. La porte était ancienne, avec une grande fente claire. Fermant les yeux une seconde, j'ai mis mon cœur en sourdine et pressé mon œil contre le métal froid. Au début, je n'ai vu que l'obscurité. Puis, mon œil s'est ajusté et j'ai commencé à distinguer des formes. Le sous-sol n'était pas en désordre. Au contraire, il était terriblement propre. Et au centre de la pièce se trouvait un lit d'hôpital avec des rails métalliques latéraux. À côté, une potence à perfusion, une poche transparente de solution avec un tube fin qui en sortait. Chloé me tournait le dos, du côté du lit. Elle ajustait quelque chose sur le système de perfusion. Ses mouvements étaient précis, mesurés, comme ceux d'un médecin. Et dans le lit, recouvert jusqu'à la poitrine d'un drap blanc, se trouvait une personne, une silhouette, presque entièrement couverte. Soudain, la personne dans le lit a bougé et tourné la tête vers moi. La lumière de la veilleuse est tombée sur son visage et mon monde s'est brisé. Le temps s'est arrêté. L'air s'est bloqué dans mes poumons. J'ai vu ce visage. Je le connaissais. Chaque grain de beauté, la courbe des pommettes, la ligne du nez, tout était gravé dans ma mémoire. Pâli, éteint, avec des ombres sous les yeux fermés, mais indéniablement le sien. C'était le visage de ma sœur Mireille. Ma sœur, que mon propre fils m'avait dit, il y a 5 ans, être morte subitement à l'hôpital d'un anévrisme rompu.
J'ai mis une main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Une vague de froid glacial m'a saisi la nuque, chassant l'air de mes poumons, aspirant la vie hors de moi. Ma vision s'est assombrie. Mireille était vivante, ici, dans ce lit. Je me suis reculé de la porte, comme brûlé. Un tintement a rempli mes oreilles. Le métal froid de la grille semblait s'enfoncer dans ma peau. Mais je n'ai pas crié. Je ne suis pas tombé. Quelque chose au plus profond de mon plexus solaire s'est activé comme un interrupteur, et la vague de terreur froide et paralysante a été remplacée par un vide absolument pragmatique. La panique est un luxe qu'un infirmier-chef ne peut pas s'offrir quand des vies sont en jeu, et c'était exactement cette situation. Lentement, centimètre par centimètre, je me suis éloigné de l'obscurité du sous-sol. Mes mouvements étaient automatiques, affinés par des années de garde de nuit où je devais me déplacer dans une pièce sans réveiller un seul enfant. Mon cerveau, mon vieux cerveau entraîné, fonctionnait déjà, traitant l'événement non pas comme une tragédie personnelle, mais comme des données pour un triage médical. Triage. La première règle en cas de catastrophe. J'ai atteint ma chambre et fermé silencieusement la porte. Lucas dormait, profondément. Son souffle chaud était le seul son vivant et réel dans ce monde froid. Je me suis assis au bord de mon lit, ma nuque comme une barre de fer. Situation à analyser. Patient. Mireille Mercier, ma sœur. Statut. Déclarée morte il y a 5 ans. Condition actuelle. Vivante, confinée dans un lit relié à une perfusion, probablement sous sédation lourde. Ravisseur. Menace. Maxime Mercier, mon fils. Chloé Dubois, ma belle-fille. Statut, criminel, détenant une personne captive, simulant sa mort. Motif inconnu, mais probablement financier. Comportement imprévisible. Ils sont dangereux. Personne à risque. Lucas Mercier, 7 ans. Emma Mercier, 5 ans. Mes petits-enfants. Statut, partageant une maison avec des criminels dangereux. Ce sont les maillons les plus vulnérables. Conclusion. Elle était froide et claire, comme une lame de chirurgien. Ma sœur est un problème à long terme. Je ne peux pas la sauver maintenant. Mon fils et ma belle-fille sont une menace qui doit être neutralisée à distance. Et les enfants? Les enfants sont la priorité immédiate. Objectif numéro 1. Évacuation immédiate des enfants. Je le sentais. Le tremblement était parti. À sa place était venue une clarté froide et cristalline. Un plan se formait déjà dans ma tête, sombre et étape par étape. J'avais environ 2h30 jusqu'à 7h du matin. Cela devrait suffire. D'abord, j'ai sorti mon vieux sac de voyage. Pas celui que j'utilisais pour les courses, mais un petit sac de voyage. Le même que j'utilisais pour voyager il y a 40 ans. J'y ai mis nos documents, nos passeports, les actes de naissance des enfants. Je les gardais toujours avec moi au cas où nous aurions besoin d'aller chez le médecin. Dieu merci, Chloé ne s'en était jamais souciée. J'y ai mis tout l'argent que j'avais économisé de ma modeste retraite. Pas beaucoup, mais assez pour le court terme. Ensuite, les vêtements. Rien de plus. Des pulls chauds et confortables pour Lucas et Emma. Pantalons et pulls pour moi. Un change de vêtements. Sous-vêtements. Je me déplaçais rapidement, silencieusement. Comme un fantôme dans ma propre maison. Je prenais soigneusement chaque article, m'assurant de ne pas perturber l'arrangement général. Ainsi, l'inspection matinale ne révélerait pas immédiatement la perte. Maintenant, le plus important. J'ai ouvert le tiroir et d'une vieille boîte à thé appuyée contre le fond, j'ai sorti un téléphone portable simple. Mon secours d'urgence. Je l'avais acheté il y a de nombreuses années, après une saison de grippe particulièrement difficile, quand j'avais peur de ne pas pouvoir appeler une ambulance. J'y gardais un petit crédit chargé et je n'en avais parlé à personne. Mon téléphone, le modèle à écran tactile élégant que Maxime m'avait offert comme cadeau pour me connecter au monde, je l'ai laissé sur la table de nuit. Qu'il pense que je suis juste parti précipitamment. Qu'il cherche son signal ici, dans cette maison. Tout ce qui restait était de réveiller les enfants. C'était la phase la plus dangereuse. Je me suis approché d'Emma. Elle dormait dans son petit lit dans le couloir, à côté de ma chambre.
Chloé insistait pour qu'elle dorme près de moi pour ne pas les déranger la nuit. Je me suis penché sur elle, absorbant le parfum de ses cheveux, le lait et les petites boules sucrées. Mon cœur brûlait de tendresse et de douleur. « Emma, ma chérie, réveille-toi !» J'ai chuchoté directement dans son oreille. Elle a bougé, ouvrant ses yeux ensommeillés. « Papy, calme-toi, ma chère petite. On va jouer à un jeu maintenant. » Agent secret. On doit s'habiller et quitter la maison si silencieusement, que personne ne nous entende. Tu comprends? Une lueur de peur a traversé ses yeux, mais elle a été remplacée par l'excitation. Un jeu? Bien sûr que c'était un jeu. Je l'ai habillé rapidement et silencieusement. Puis, j'ai réveillé Lucas de la même manière. Je lui ai dit la même chose. Lui, étant le grand garçon, a pleuré. Est-ce que maman et papa sont au courant du jeu? C'est notre secret. J'ai chuchoté en retour, le regardant directement dans les yeux. C'est une mission très importante. Tout en dépend. Tu peux t'en charger? Tu es mon protecteur principal. Il a hoché la tête gravement. Mon petit homme. Habillés, nous nous sommes arrêtés à la porte. Je l'entendais. Le bruit continuait de venir de derrière la porte du sous-sol. Ils étaient là. Ils ne soupçonnaient rien. Maintenant, on marche comme des souris. J'ai chuchoté. Pas un bruit. Tenez-vous à moi. J'ai attrapé le sac et pris leurs mains. Leurs petites paumes étaient chaudes et confiantes. Et cette confiance apportait avec elle une vague de responsabilité si lourde que j'ai failli suffoquer. J'étais leur seule chance. Nous sommes descendus dans le couloir. Chaque pas sur le parquet semblait me trahir. Je les ai guidés à travers la pièce sombre, derrière les silhouettes sans vie des meubles coûteux qui ressemblaient maintenant à des monstres sinistres. Voilà la porte d'entrée. Lentement, millimètre par millimètre, j'ai tourné la clé dans la serrure. Le son semblait plus fort qu'un coup de feu. Nous nous sommes figés. Silence. J'ai ouvert la porte. Une bouffée d'air froid, humide et frais d'avant l'aube m'a frappé le visage. Le ciel à l'est commençait juste à s'éclaircir. Nous sommes sortis et j'ai simplement fermé la porte derrière nous, la laissant déverrouillée. Nous avons descendu l'allée vers le portail. J'ai déplacé les enfants dans l'ombre d'un grand arbre, et c'est seulement là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé le numéro d'un service de taxi que j'avais enregistré plus tôt. Ma voix était légère, calme. J'ai donné l'adresse de la rue suivante. Pas notre maison. Ne jamais laisser de traces là où ils peuvent vous chercher. Règle numéro 2. La voiture est arrivée en 10 minutes. 10 minutes qui ont semblé une éternité. Je tenais mes enfants et regardais les fenêtres du 2e étage. Dans les fenêtres de la chambre de mon fils, l'homme qui m'avait regardé dans les yeux il y a 5 ans et m'avait dit que ma sœur était morte. Il avait pleuré à l'époque. Je m'en souviens. Je me demande pourquoi il pleurait. Sa sœur ou son âme brisée. La voiture s'est lentement arrêtée au coin. J'ai rapidement installé les enfants à l'arrière et je suis monté moi-même. « Où allons-nous » a demandé le chauffeur. Un homme âgé et fatigué. Je lui ai donné l'adresse d'un hôtel Formule 1 dans une ville différente. À 1 heure de route d'ici, un peu loin, il a grogné. Nous avons un train tôt. J'ai menti calmement, peur de le perdre. Il a grogné et la voiture est partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je regardais juste devant moi la route qui défilait sous les roues. Lucas et Emma, fatigués du départ et de l'enthousiasme initial, se sont déjà endormis contre moi. 1 heure plus tard, nous étions là. J'ai payé en liquide, laissant un pourboire généreux. Le réceptionniste ensommeillé m'a donné la clé d'une chambre au 3e étage. Et enfin, nous étions ici. J'ai fermé la porte de la chambre avec tous mes doigts morts. La chambre était simple, propre. 2 lits, une table, une fenêtre donnant sur une rue silencieuse. J'ai allongé les enfants et les ai mis au lit. Ils se sont endormis immédiatement, n'entendant même pas mon dernier chuchotement. J'étais seul. Je me suis assis sur une chaise près de la fenêtre. L'adrénaline qui m'avait propulsé toutes ces heures commençait à se dissiper. La première partie du plan était terminée. Les enfants étaient en sécurité. Mais je savais que ce n'était que le début. Le pire, la partie la plus difficile restait à venir. Je regardais mes enfants.
et il n'y avait en moi ni peur ni désespoir, seulement une fureur froide et glaciale, et une résolution absolue et inattendue. Vous m'avez sous-estimé, mes enfants. Vous pensiez que j'étais un vieux messager fragile et sentimental, un serviteur compréhensif, mais vous avez oublié qui j'étais. Pendant 40 ans, j'ai sauvé des vies d'enfants. Maintenant, je vais sauver les miennes et celles de ma sœur. Vous avez commencé cette guerre, et je vais la terminer. Je me suis assis et me suis rapproché de la fenêtre. Le soleil se levait sur la ville endormie, peignant les murs d'une douce couleur rose. En bas, le premier bus de la ville est passé, ses freins grinçant dans le virage. Un nouveau jour avait commencé. Pour moi, c'était le premier jour d'une nouvelle vie inconnue. Et pour eux, dans cette maison froide, la fin du monde ne faisait que commencer à se dérouler. Je n'avais même pas besoin de le voir. Je les connaissais tous les deux si bien que je pouvais tout imaginer dans les moindres détails. Je pouvais presque physiquement sentir la grande aiguille de l'horloge dans leur salon dépasser 7 heures. J'entends le lourd claquement de la porte du sous-sol se fermant. Ils remontent, fatigués, silencieux. Leurs visages sont jaunes après leur garde de 3 heures. Ils ne se regardent pas. Ce rituel a mis de côté toutes leurs émotions, ne laissant qu'un professionnalisme concentré. Ils vont dans leur salle de bain séparée. 10 minutes pour la salle de bain. Puis ils vont à la cuisine. Et c'est ici que leur monde, calibré à la seconde près, va se briser pour la première fois. 8 heures. Maxime arrive en premier, comme toujours. Il déteste attendre. Il anticipe déjà l'arôme du café frais et une pile de crêpes chaudes que je fais toujours pour les enfants, mais auxquelles il ne refuse jamais. Il entre dans la cuisine et se fige à la porte. Silence. C'est la première chose qui le dérange. Pas le silence paisible du petit matin, mais un vide, un vacuum, un néant. L'air ne sent pas le café et aucune odeur ne s'échappe de la poêle. Il n'y a pas de son d'Emma à l'étage dans la pharmacie, pleurant parce qu'elle ne veut pas se lever, ou Lucas qui joue déjà avec ses Legos. Son visage se crispe comme si tout l'air, toute la vie en avait été aspiré. Je l'imagine crier. L'irritation est sa première réaction à tout écart de la norme. Où est papa? A-t-il trop dormi? Impossible. Dans tout le temps que j'ai vécu ici, je n'ai jamais trop dormi. À ce moment, Chloé descend. Contrairement à Maxime, elle ne montre aucune émotion. Elle balaie l'espace d'un regard froid et évaluateur. La cuisine est vide. Silence. Ses lèvres se serrent en une ligne fine et inconfortable. Où est-il? La voix de Maxime sonne confuse et plaintive, comme un enfant à qui on a enlevé un jouet. Je n'en ai aucune idée. Chloé aboie. Il n'y a pas de confusion dans sa voix, juste une irritation froide et sèche. Un inconvénient, une perturbation de l'horaire. Ils font le tour de la maison, montant d'abord à l'étage, regardant dans la chambre des enfants. Vide, bien rangé. Cela les surprend. Habituellement, les enfants laissent un petit ouragan dans leur espace. Ils examinent leur chambre comme si nous pouvions nous y cacher. Stupides. Puis ils descendent et se dirigent vers la mienne. La porte de ma chambre est légèrement ouverte. Maxime tire la porte. La chambre est faite. Ordre parfait. Mon téléphone est sur la table de nuit. Je sais que ce téléphone sera leur encre, un point de référence dans leur réalité étoilée. Le voilà. Son téléphone. Cela signifie qu'il n'a pas pu aller loin, n'a pas pu appeler quelqu'un. Cela les calme, transformant l'anxiété en une froide irritation. Est-il devenu fou? Maxime crie presque. Où a-t-il pu aller si tôt? Et où sont les enfants? Et puis j'entends presque la voix calme de Chloé, pleine de mépris poétique. Le vieil homme a fait un caprice. Quelque chose lui a déplu encore. Il a décidé de nous donner une leçon. Elle va dans la salle de bain, prend mon téléphone et le vérifie. Bien sûr, il est verrouillé avec un mot de passe qu'ils ne connaissent pas, mais le fait qu'il soit ici, dans la maison, leur dit beaucoup, ou plutôt, leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre. Il était gêné. Chloé continue, un cri plutôt dissimulé dans sa voix. J'ai probablement parlé d'un ton trop sec hier. Les vieilles personnes deviennent séniles. Ils sont gênés partout. Il est allé se promener avec les enfants pour montrer un peu de caractère. Peu importe. Il sera de retour pour le déjeuner quand il aura faim. Où irait-il?
Où iraient-ils? Cette phrase est la quintessence de leur attitude envers moi. Pour eux, je suis une créature impuissante, complètement dépendante d'eux. Je n'ai pas d'argent, sauf ma retraite. Je n'ai pas de maison à moi. Je n'ai pas d'amis qu'ils n'approuvent pas. Je suis enfermé dans leur monde, dans leur maison, et toute rébellion de ma part n'est rien de plus qu'un caprice de maître qu'ils ne peuvent qu'attendre. Ils ne voient pas une personne en moi, ils voient une fonction. Et cette fonction a échoué, causant un inconvénient temporaire. C'est leur principale erreur. Ils me jugent par le rôle qu'ils m'imposent. Ils ont oublié qui j'étais. Ils ne voient pas Jean-Pierre Mercier, qui a géré tout un service pendant 40 ans, prenant des décisions qui tenaient des vies en équilibre. Ils voient un père, un grand-père, un vieil homme, impuissant et sentimental. Et cette obscurité, cette certitude arrogante de ma dépendance est mon atout dans la Manche. Je les imagine en train de discuter de ce qu'il faut faire ensuite. Maxime, comme toujours, panique. Peut-être devrait-il appeler la police, et si quelque chose s'était passé? Le visage de Chloé, j'en suis sûr, se transforme en un masque froid à ce moment. La police dans cette maison, sa pensée est inattendue. La pensée que des étrangers en uniforme pourraient venir ici, commencer à poser des questions, inspecter les pièces, toutes les pièces. « Tu es un idiot, Maxime !» elle crie. Qu'est-ce qu'on leur dirait? Que leur père prévenant est allé se promener avec les petits-enfants et ne nous l'a pas dit? Ils vont se moquer de nous au commissariat, nous dire d'attendre. Et s'ils commencent à fouiller ici, c'est ce que tu veux? La dernière question est comme le souffle d'une lame. La respiration de Maxime s'assèche. Bien sûr, il ne veut pas ça. Il a peur d'elle. Il a peur de l'exposition plus que tout au monde. Cette maison, cette belle vie achetée au prix d'une trahison monstrueuse, est son seul compagnon. Et il la protégera à tout prix, même au prix de son propre père. La peur de la police est le mur qui me protège. Ils se sont enfermés dans une boîte. Ils ne peuvent pas donner l'alarme. Ils ne peuvent pas déposer un rapport de personnes disparues. Toute enquête officielle mènera inévitablement à une gifle, à leur secret, à Mireille. Et ils le savent. Alors, que décident-ils? Rien. Ils décident d'attendre. Chloé va faire son propre café. Ils prendront quelque chose du congélateur, s'assiéront dans leurs ateliers et essaieront de travailler, jetant constamment des regards au clavier et à la fenêtre. Ils seront honteux de colère. Colère contre moi pour avoir interrompu leur confort, pour les avoir mis mal à l'aise, mais pas une seconde ils ne se délecteront de la pensée que je suis parti pour toujours, que je sais quelque chose. Dans votre univers, c'est impossible. Le soleil dans ma chambre d'hôtel montait plus haut. Les enfants s'amusaient pendant leur sieste. Emma plongeait dans quelque chose, et Lucas l'étreignait. Je les regardais, et la fureur froide en moi cédait la place à autre chose. Une force calme et concentrée. Ils m'ont donné du temps. Leur arrogance, leur mépris, leur certitude de ma reddition complète et inconditionnelle m'ont donné la ressource la plus précieuse. Un mal de tête qui ne prend que quelques heures à commencer. Et pour moi, un médecin-chef, c'est facile. Quelques heures, c'est une éternité. C'est plus que suffisant pour se regrouper, préparer les outils et porter le prochain coup. Précis, mesuré et totalement inattendu. J'ai pris mon vieux téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai trouvé un numéro dans le répertoire que je n'avais pas composé depuis des années. Le numéro de quelqu'un qui n'était pas seulement un collègue, mais un véritable ami. Une personne qui occupait maintenant un poste très élevé. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir a commencé. J'ai trouvé le numéro dans le répertoire. Il était écrit à l'encre ancienne et usée, mais je le connaissais par cœur. Dr Cheikh Diop, quand il n'était qu'un gamin, un jeune résident qui m'appelait pour des conseils. Maintenant, il était l'administrateur de tout un réseau de cliniques. Un énorme succès. Mais je savais que derrière le costume coûteux et le titre important, le même jeune homme à qui j'avais appris comment insérer un cathéter dans un nouveau-né était toujours vivant. Je comptais là-dessus. La sonnerie a semblé une éternité. Les enfants dormaient. À l'extérieur de la fenêtre, la ville, étrange et indifférente, se réveillait. « Allô ?» Une voix très fatiguée a répondu.
la voix d'un homme qui avait été arraché à quelque chose d'important. « Docteur Diop, bonjour, c'est Jean-Pierre Mercier. » Une pause est tombée à l'autre bout. Je pouvais l'entendre respirer. « Jean-Pierre Mercier. Mon Dieu, ça fait des années. Je suis heureux de vous entendre. Tout va bien ?» Sa voix était un mélange de surprise et d'attention polie. Je le comprenais, un ancien collègue appelant votre numéro personnel au début de la journée de travail. Cela ne signifie généralement rien de bon. Les choses ne vont pas bien, cher. J'ai dit de manière égale, essayant d'empêcher ma voix de marteler. J'ai besoin de votre aide et de votre parole pour garder cette conversation entre nous. Bien sûr, Jean-Pierre. Je vous écoute. Il me parlait toujours comme à un vieil homme qui doit avoir besoin d'une consultation ou d'une belle chambre d'hôpital, avec condescendance et patronage. J'ai pris une profonde respiration. Comment pourrais-je lui dire cela? Comment pourrais-je mettre cette folie, ce cauchemar en mots qui ne le ferait pas penser que j'étais fou? Cher, je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas à la maison en ce moment. Je suis parti avec mes petits-enfants, loin de mon fils, Maxime. Je comprends. Il s'est amusé. Affaire de famille, Jean-Pierre. Je compatis, bien sûr, mais je ne suis pas exactement le bon expert. Ce n'est pas le point. Je l'ai interrompu, ne le laissant pas finir. Je ne pouvais pas laisser cette conversation se transformer en domesticité. Cheikh, il s'agit de ma sœur, Mireille. Une autre pause, celle-ci plus longue, plus tendue. Mireille. Mais Jean-Pierre, pardonnez ma folie, mais elle est morte il y a plusieurs années. Je me souviens que Maxime vous a informé. Mes condoléances, aussi belles soient-elles. C'était le moment. Le réfrigérateur sous mes pieds s'est brisé, maintenant ou jamais. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir les enfants endormis, mais seulement l'obscurité de la pièce et leur visage enfouis dans le matelas. Cher, ma voix était calme, mais forte comme le fer. C'est Mireille. Elle est vivante. Maxime la retient captive dans son sous-sol. Silence. Il était si intense, si agité, que je pouvais entendre le sang battre dans mes tempes. Je retenais mon souffle, attendant sa réaction. Il pouvait rester, il pouvait poliment dire que j'avais besoin de repos, il pouvait faire n'importe quoi. Où êtes-vous maintenant? Sa voix avait changé. Il n'y avait plus trace de condescendance. Juste l'urgence professionnelle d'un médecin aux urgences. Je vous ai donné l'adresse du motel. N'allez pas là-bas. N'ouvrez la porte pour personne. Ne appelez personne d'autre. Je vous rappelle dans 30 minutes. Et il s'est réfugié. 30 minutes. J'ai posé le téléphone sur la table. Il me semblait être un objet étranger, comme une bombe à retardement. Je le sentais. Je suis allé au lit et j'ai ajusté la couverture sur Emma. Son visage était chaud. Elle se sentait somnolente. Lucas souffrait dans le rêve, tout comme son père, ou l'homme que je pensais être son père. Que fait Cher maintenant? Il est assis dans son énorme atelier. Il ouvre l'ordinateur et accède aux dossiers médicaux. Que cherche-t-il? Le certificat de décès de Mireille Mercier. Il y a 5 ans. Cause du décès, rupture d'anévrisme cérébral, numéro d'hôpital. Je ne me souviens même pas de quel hôpital Maxime avait nommé à l'époque. J'étais dans un tel choc, si triste. Il a dit qu'il s'était occupé de toutes les formalités lui-même, pour ne pas me traumatiser. Quel fils charmant! Il m'a apporté une urne funéraire. Il a dit que c'était la crémation de Mireille. De qui était le bûcher que j'ai placé près de nos parents à l'époque? Qui? Je faisais les 100 pas dans la petite pièce. Les minutes s'étiraient, comme de la mélasse étirée. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec ce mensonge. Pendant 5 ans, j'ai gardé une personne vivante en vie. J'ai éternué à travers mes souvenirs à chaque feu de camp, chaque étranger que je n'avais pas remarqué à l'époque. La façon dont Maxime évitait de parler de ses derniers jours. La vitesse à laquelle il s'est occupé de toutes les questions liées à ses biens et actifs. Papa, tu n'as pas besoin de t'impliquer là-dedans. C'est très douloureux. Je ferai tout seul. Et je l'ai cru, comme je l'ai cru. J'étais caché par la douleur et la gratitude pour ses soins. Le téléphone a sonné si fort que j'ai sursauté. Son numéro a disparu de l'écran. Je l'ai pris. « Jean-Pierre », a-t-il dit, et je n'ai pas reconnu sa voix. Elle était sombre, distante, la façon dont les gens parlent quand ils annoncent un décès. « Oui, cher, j'ai récupéré tous les dossiers, pas seulement notre réseau,
toutes les bases de données de la ville. Mireille Mercier n'est pas morte il y a 5 ans. Je me suis retiré tranquillement contre le mur. Mes pieds m'ont dit au revoir. Son statut officiel est vivant. Il a continué, mordant ses mots comme un coup de feu. Il y a 5 ans et 3 mois, elle a été impliquée dans un accident de la circulation, un traumatisme crânien grave. Elle a été admise en réanimation à notre 7e hôpital dans le coma. Un coma, pas un anévrisme. Un accident, mon Dieu. Elle y était pendant 3 semaines. Les médecins ont donné un pronostic positif. Ce n'était pas un coma profond, mais un état post-réanimation. Il y avait une chance de récupération, mais elle a été enlevée. Enlevée? Comment? J'ai crié. Votre fils, Maxime. Il y avait du fer dans la voix de Cheikh. Il est apparu le 3e jour après l'accident. Il a présenté une procuration générale en son nom pour gérer toutes les réclamations. Prétendument, elle avait été signée 6 mois auparavant. Il a insisté pour que son médecin traitant n'informe personne d'autre que lui de son état, citant son désir de confidentialité. Et après 3 semaines, il a organisé un transfert, à ses propres risques, vers un établissement privé pour s'occuper de lui à domicile. Je suis descendu le long du mur avec une procuration de faussaire. Il m'a coupé d'elle. Il l'a enfermée d'abord à l'hôpital, puis... Mais pourquoi? Mon rire était fort. Pourquoi tout cela, cher? Pourquoi un mensonge aussi monstrueux? Il s'est tu pendant une seconde et ce qu'il a dit ensuite était la chose la plus terrible de toutes. Jean-Pierre, j'ai attrapé un autre cheikh. Son mari, Kwame, il est mort 1 an avant l'accident. C'était un ingénieur de première classe sur un contrat de défense. Il avait une énorme police d'assurance vie et une pension à vie pour service qui, en cas de décès, se transférerait entièrement à sa femme, Mireille, en plus de tous leurs biens et actifs. Je n'ai pas accès aux chiffres exacts, mais nous parlons de très très grosses sommes d'argent. Pendant toutes ces 5 années, quelqu'un a fidèlement reçu leur pension et géré leurs contacts sur la base de cette même procuration de juriste. Un bruit a rempli mes oreilles. Les pièces de la terrible mosaïque méchante tombaient en place. Leur maison, leur SUV coûteux, le travail à distance successif qui leur permettait de vivre dans le luxe. Chloé achetant des sacs de créateurs. Maxime parlant d'investissement sur le marché des entreprises. Tout cela était construit sur sa souffrance, sur sa vie volée. Ils ne l'ont pas seulement caché, ils ont transformé ma sœur en leur distributeur automatique personnel. Un corps vivant qui leur apportait fidèlement un loyer. Le froid que j'ai ressenti à la porte du sous-sol m'a maintenant rempli complètement, sans réserve. Ce n'était plus de la fureur, c'était autre chose, calme, comme la surface d'un lac froid sous lequel se trouvent des profondeurs infinies. Je savais ce que je devais faire. Le plan dans ma tête est immédiatement devenu plus complexe. Il est devenu plus difficile, plus impitoyable. Il a frappé, ai-je dit, et ma voix était légère et forte à nouveau. Je vais avoir besoin de ton aide une fois de plus. Mais d'abord, je dois faire quelque chose par moi-même. J'ai raccroché le téléphone. Le silence dans la chambre d'hôtel pressait contre mes oreilles. Je me suis levé du sol et suis allé à ma boîte. Au fond, sous le fouillis de vêtements et de documents, se trouvait une vieille tablette dans un étui. Maxime me l'avait donnée il y a environ 3 ans pour mon anniversaire. Tu peux regarder les recettes, papa, parler à tes plus grands enfants par vidéophone. Je ne l'ai jamais utilisée, mais je l'ai gardée à l'esprit. Intuition, je suppose. Une vieille habitude d'avoir tout ce qui pourrait être utile en réserve. Je me suis connecté au Wi-Fi du motel. Mes doigts bougeaient lentement, mais sûrement. J'ai ouvert le site web. Je me souvenais de l'identifiant et du mot de passe par cœur. Je ne leur faisais pas confiance sur un bout de papier. La page s'est ouverte devant moi, montrant 2 comptes. L'un était mon compte de pension avec ses fonds maigres, et le second s'appelait la réserve. Je me souvenais du jour où nous l'avons ouvert, il y a plus de 10 ans. Mireille venait juste d'épouser Kwame. Nous étions assis dans mon ancienne cuisine, buvant du thé avec des confitures de cerises. « Jean-Pierre, ouvrons un couvent ensemble », avait-elle dit en riant. « Mettons de l'argent là-dedans, juste au cas où. On appellera ça notre fonds secret.
Nous avons mis des montants symboliques et j'étais listé comme le seul propriétaire. J'avais presque oublié ça. Maxime et Chloé ont apparemment trouvé les documents et ont décidé que c'était le produit parfait, prêt à partir. Pourquoi ouvrir quelque chose de nouveau, laissant des traces? Ils pouvaient juste utiliser cet ancien, oublié. Ils n'ont probablement même pas vérifié le deuxième propriétaire, ou ils l'ont fait, ont vu mon nom et ont juste ri. Le vieil homme, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il ne s'en souvient même pas. Quel monstre! Quelle grâce salvatrice pour moi! Son arrogance est devenue l'alicote de son talon d'Achille. J'ai ouvert les vannes. Le montant que j'ai vu a fermé mes yeux. Les chiffres dansaient devant eux. 6-0. C'était une fortune. Une fortune entière est née de la vie de ma sœur. Chaque euro dans cet événement était niché dans sa douleur, son silence, ses années volées. Je n'ai pas hésité une seconde. Je ne ressentais ni joie ni malice. Je me sentais comme un médecin atteignant un abcès célébratoire. Ce n'était pas du vol, c'était de l'expropriation, le retour de biens volés. J'ai créé un nouveau transfert. Dans le champ du destinataire, j'ai entré mes propres détails de salaire. Dans le champ des quantités, j'ai entré chaque dernier centaine. Le système a demandé confirmation. J'ai appuyé sur le bouton. Une boîte rouge est apparue à l'écran. Transactions successives. C'est tout. Le premier minerai a été placé. J'ai fermé la tablette et l'ai mise de côté. Maintenant, tout ce qui restait était d'attendre. D'attendre et d'imaginer. Je savais que cela se passerait en quelques secondes. Chloé avait des alertes prêtes pour tout. Elle contrôlait chaque euro. Je pouvais presque la voir assise dans sa chambre blanche, comme une salle d'hôpital, regardant avec colère l'écran de son ordinateur, quand son téléphone portable, posé à proximité, a fait un son court et exigeant. Elle jette un petit regard irrité. Une notification de la banque. Probablement des frais d'intérêt ou des frais quelconques. Elle prend son téléphone, étale l'écran et son expression change. Je l'imagine en détail. Comment, d'abord, la confusion apparaît sur son visage, puis la méfiance. Alors qu'elle relit le court message plusieurs fois, débit, compte réservé, combien, solde des comptes, minuit, 0. Le mot explose dans votre cerveau, il se frotte contre vous. Sa posture parfaite faiblit. Le masque de la reine des glaces se brise, révélant une fureur prédatrice et méchante en dessous. Maxime. Son cri traverse le silence de leur maison parfaite. Ce n'est pas fort. C'est cassé comme le cri d'une épée en métal. Maxime, j'en suis sûr, grimpe de sa chaise dans le bureau adjacent et monte, déjà effrayé. Il connaît ce ton. Ce ton signifie catastrophe. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle ne répond pas. Elle tend juste silencieusement le téléphone. Il le prend, l'étale, le lit, et je vois le sang barbouiller son visage. Alors que ses caractéristiques déjà faibles se mélangent, perdant forme. Il commence à dire quelque chose. Quoi? C'est une erreur? La banque? Je vais les appeler maintenant. Regarde le conteneur, espèce d'idiot. Elle a sursauté. Il regarde à nouveau son téléphone, faisant défiler frénétiquement les détails de la transaction, et trouve le conteneur. Jean-Pierre Mercier. À ce moment, le soleil quitte leur monde. La réalisation tombe sur eux comme une épée en béton. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur système. C'est lui. Le vieil homme, le calme, conforme, pomme grise vivant dans la chambre à côté de la cuisine. Il n'est pas juste parti, il a tiré au cœur de leur prospérité. La panique cède la place à la fureur. Ils commencent à se précipiter dans le bureau. Maxime crie que je suis fou, que je suis une fraude. Chloé est silencieuse, mais son silence est plus terrifiant que n'importe quel cri. Son cerveau travaille frénétiquement. Calculer les options. Comment est-ce possible? Comment c'est-il? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, bon sang? Et à la fin de leur agonie, quand ils ont peur, sont confus et totalement désorientés, le deuxième coup tombe. Le coup que j'ai demandé à Cher de porter. Dans le silence de leur maison, la sonnette retentit. Ils s'éloignent. Ils n'ont jamais de visiteurs. Toute leur communication avec le monde extérieur se fait via Internet. Les porteurs laissent les colis à la porte. Le son de la sonnette dans leur maison est un signe d'invasion. Ils se regardent. La même peur animale est dans leurs yeux. « Qui est-ce? N'ouvre pas !» Maxime crie. «
Et quoi? Chloé recule. Son visage est un masque blanc. On s'assoit et on attend qu'ils enfoncent la porte. La sonnette sonne à nouveau, avec insistance, exigeant. Chloé pousse Maxime en arrière. Va voir qui c'est. Et pas un mot inutile. Il se dirige vers la porte avec ses jambes gracieuses. Je sais à quoi il ressemble maintenant. Un petit garçon effrayé, pris en flagrant délit de vol. Il regarde par le Judas. Un homme se tient dans l'embrasure de la porte. Peu probable. Dans un t-shirt sombre sévère, avec une feuille de papier dans les mains. Pas un coureur, pas un vendeur, un fonctionnaire. Maxime ouvrit lentement la porte. « Monsieur Maxime Mercier ?» La voix de l'homme est calme, colorée, bureaucratique. « Oui, je m'appelle agent Miles Washington. Je représente le bureau de surveillance réglementaire du département d'État pour le statut des patients. Nous avons reçu un rapport anonyme selon lequel la citoyenne Mireille Mercier, qui nécessite un examen médical urgent, pourrait être ici. Je suis autorisé à inspecter ses conditions de vie. Chaque mot de cet homme est un coup de mot frappant la serrure de sa boîte. Son nom est Mireille. Il parle d'un rapport anonyme. Il demande une inspection. J'imagine Maxime se figeant, s'accrochant à la porte, et Chloé se tenant immobile dans les ombres de la pièce derrière lui. Ils sont pris. L'argent est parti. L'autorité est sur le seuil. La preuve de leur crime se trouve dans la fondation. Un contrôle amical. En 2 mouvements, je savais qu'ils courraient. C'était la seule voie que leur instinct animal d'autopréservation leur laissait. S'arrêter signifiait une exposition immédiate. Cela signifie que l'agent Washington entrera, ira à la base et verra tout de ses propres yeux. Il appellera la police, l'ambulance. Une enquête commencera. Par conséquent, ils courront abandonnant tout. La maison, le stockage coûteux, leur bureau et ma sœur. Ils la laisseront là comme une pièce à conviction incriminante et inutile, espérant que cela atténuera en quelque sorte leur culpabilité. Je pouvais presque entendre leurs cris de panique après que Maxime eut claqué la porte au nez des officiers. « On part, maintenant. »« Par la porte arrière !» Chloé crie. « Où? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Maxime crie. « Trouvez-le. Récupérez votre argent. C'est tout ce qui compte maintenant. Il n'a pas pu aller loin. Ils s'échapperont de la maison comme des chats d'un bateau qui coule. Montez dans votre voiture chère. Et où iront-ils? Ils penseront frénétiquement, désespérément. Comment a-t-il pu payer pour un motel? De l'argent, peut-être? Mais il n'en avait qu'un peu. Quoi d'autre? Une carte. Ma carte de pension. C'était la 3e que j'avais plantée tôt ce matin. Je n'ai pas payé pour la chambre en liquide, mais avec ma carte. Je savais que Chloé, obsédée par le contrôle, avait autrefois configuré des alertes pour ma carte sur mon téléphone portable. Pour que tu puisses voir, papa, que tu ne manques rien, je leur ai laissé cette carte, ce pain qui mènerait le chat directement aux escaliers. Je voulais qu'ils viennent. Je voulais les regarder dans les yeux. Cette conversation devait avoir lieu. Les enfants étaient déjà réveillés. Je leur ai essuyé le visage et senti les bagels que j'avais achetés en bas au buffet. Ils étaient silencieux, sentant que leur monde familier s'était brisé. Lucas était assis au milieu, se concentrant sur la construction de quelque chose à partir de chaussures. Emma colorait sur sa chaussure. Je me suis assis à côté d'elle et les serré dans mes bras. « Papy, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Bientôt, mon rêve. On aura bientôt une nouvelle maison, bien meilleure que l'ancienne. Et à ce moment, une explosion furieuse a commencé à la porte de la chambre. Pas un tapotement, mais des applaudissements violents, avec force. Emma a sauté et s'est éloignée de moi. Lucas s'est éloigné avec son pain dans les mains. Je savais qui c'était. Je marchais lentement, jetais un coup d'œil à ma chaussure et me dirigeais vers la porte. J'ai regardé par l'embrasure de la porte les visages de mon fils et de sa femme, déformés par la colère. Ils m'ont trouvé. J'ai ouvert la porte. La porte s'est ouverte si vite qu'elle a claqué. Ils se sont vidés dans la pièce, comme une catastrophe naturelle. Chloé se tenait devant. Son visage, habituellement si composé et poli, était tordu en un masque de colère. Ses yeux dessinaient des épées.
Elle ressemblait à une furie. Maxime recula de derrière elle, noir, propre, avec des yeux chauds et des langues tremblantes. « Tu es un vieux sorcier, » Chloé cracha. Sa voix se brisa en un cri. Elle s'est éloignée de moi, mais je ne l'ai pas fait. Je me tenais juste là, regardant droit dans vos yeux. Tu as tout ruiné. Tu nous as détruits. Tu comprends même ce que tu as fait? Les enfants derrière moi ont commencé à pleurer. Lucas a reculé et a tenu ma chaussure. « Père, s'il te plaît, non !» Maxime a commencé, mais sa voix s'est éteinte de la tour de sa rage. « Tais-toi, vieux sorcier !» Elle s'est détournée de lui sans même broncher. C'est tout ce que toi et ta famille êtes censés faire. Je t'ai dit qu'elle ne causerait que des problèmes. Elle s'est éloignée de moi. Sa tête était inclinée en arrière. Où est l'argent? Tu as pris tout l'argent. Rends-le maintenant. Tu m'entends, vieux sénile? Ce n'est pas ton argent. J'ai été réduit au silence. Je la regardais juste. Et mon calme, mon silence, l'ont encore plus enraciné envers moi. Elle n'était pas habituée à ça. Elle était habituée à ce que je baisse les yeux, à ce que je m'excuse, à ce que j'essaie de lui plaire. Maintenant, un serviteur insoumis, un mur de grenades se tenait devant elle. Finalement, Maxime a parlé. Il m'a dit au revoir devant moi, juste sur le sol sale du motel. Il pleurait, des larmes coulant sur son visage comme un petit enfant. « Papa, papa, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, c'était toute sa faute. Elle m'a forcé à le faire. Je ne voulais pas. Je le jure, je ne voulais pas. Tout s'est passé. Antikima, la procuration du juriste, les contacts. Elle a dit que ce serait mieux si c'était son argent pour la loi, parce qu'elle s'occupait d'elle. Je n'avais pas le choix, père. » Il pleurait, coulant dans mes genoux. Un homme pathétique, faible, sans colonne vertébrale. À cette seconde, je ne ressentais rien pour lui. Pas de colère, pas de pitié, juste du vide. C'était comme si un étranger se tenait devant moi. Mon fils est mort. Il est mort il y a 5 ans, le jour où il m'a apporté une urne contenant les épines d'un étranger. J'ai soigneusement libéré ma jambe de son étreinte, l'ai passé comme s'il était un obstacle, et me suis tenu directement devant Chloé, protégeant les enfants. Et puis j'ai parlé. Ma voix retentit dans cette petite pièce, de manière inattendue, forte et claire. Elle était calme, très calme. « C'est l'argent de ma sœur, Chloé, » ai-je dit, la regardant dans les yeux. « Pas le vôtre. C'est ma sœur, et vous l'avez transformée en fantôme, un distributeur automatique vivant pour payer votre vie sans valeur. » Son visage se contorsionna. « Qu'est-ce que tu comprends? On s'est occupé d'elle. On s'est occupé d'elle. Elle n'aurait jamais rêvé d'être dans un hôpital d'État. Elle est une mauvaise herbe. Elle n'a de toute façon pas besoin de cet argent. Elle avait besoin d'une famille. Je l'ai interrompue. Elle avait besoin de moi. Et vous avez falsifié des documents pour me couper d'elle, pour que personne ne sache qu'elle était vivante. J'ai travaillé comme médecin pendant 40 ans, Chloé. Je sais à quoi ressemblent les dossiers médicaux. Je connais l'éthique médicale. Je sais ce qu'est un coma et ce qu'est un état post-réanimation. Je sais tout ce que vous avez fait. Et maintenant, ce n'est pas seulement moi qui sais. J'ai fait une pause. Maintenant, la police le sait aussi. J'ai livré le dernier mot lentement, avec emphase. J'ai vu la peur briller dans ses yeux. Une peur réelle, animale. Elle a réalisé que c'était la fin. Que l'officier à la porte n'était pas une coïncidence. Que c'était une partie d'un plan, mon plan. Son regard a parcouru la pièce à la recherche d'une issue. Pour le salut. Et il ne s'est pas arrêté sur moi ou sur le Maxime restant. Il s'est arrêté sur les enfants. Quelque chose a changé dans ses yeux. La colère a cédé la place à un calcul froid et prédateur. C'était le dernier mouvement désespéré d'une bête cornée. Elle a réalisé que l'argent était perdu, la liberté était perdue. La seule chose qui lui restait était sa dernière carte, son dernier atout. Elle s'est éloignée, pas moi. Elle s'est éloignée de moi comme un chat. Son mouvement était si rapide, si inattendu, que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Elle a frappé Lucas. Le saisissant par le bras, elle l'a poussé vers elle, le tirant par derrière. Le garçon a crié de douleur et de surprise. « C'est mon fils !» cria-t-elle, sa voix résonnant hystériquement. Elle pressa Lucas qui se débattait contre elle, l'utilisant comme un bouclier humain. « Tu ne vas pas me prendre mon fils !»
Tu m'entends, vieil homme? Je suis sa mère, tu n'as aucun droit. » Elle me regardait par-dessus la tête de l'enfant effrayé, et un feu triomphant brûlait dans ses yeux. Elle pensait qu'elle avait gagné, qu'elle avait trouvé mon point faible, que je me briserais maintenant, commencerais à mendier, accepterais n'importe quelle condition, juste pour qu'elle libère l'enfant. Elle a décidé que l'instinct maternel était quelque chose qui pouvait être manipulé, quelque chose qui pourrait être utilisé pour la dissimulation. Maxime, toujours debout, regardait la scène avec une horreur totale. Même pour lui, c'était trop. Il a crié quelque chose. « Chloé, non! Arrête !» Mais elle ne l'écoutait pas. Lucas pleurait, essayant de se libérer. « Mère, lâche-moi, tu me fais mal. » Vieille mère. Je la regardais, elle, sa main, saisie avec un grain de bois autour du cou de mon fils, son visage déformé par la malice, ses yeux pleins de confiance en sa propre impunité. Et je ne bougeais pas, j'étudiais immobile, comme une statue. Il n'y avait pas de peur pour Lucas et moi. Je savais qu'elle ne lui ferait pas de mal. Pas maintenant. Maintenant, il était une possession prisée pour elle. Mais j'ai vu la force avec laquelle elle le tenait. J'ai vu la peur et la douleur dans les yeux de mon fils, et cela suffisait. Elle attendait ma réaction, mes larmes, mes supplications, mais je suis resté silencieux. Je la regardais juste. Et puis, quand la pause s'est estompée, j'ai dit doucement 4 mots. « Merci d'avoir confirmé cela. » Elle ne comprenait pas. La confusion se reflétait sur son visage. Que disais-je? Et à ce moment, dans le silence brisé seulement par les cris des enfants, un clic silencieux a retenti. C'était un son doux, presque inamovible, mais pour Chloé, cela sonnait comme des applaudissements ombreux. La porte de la pièce adjacente, celle qui avait toujours été fermée et qui menait à la pièce à côté de la porte, s'est ouverte lentement. 2 personnes étaient la cible. Une femme dans une tenue grise sévère, avec un visage fatigué, mais alerte, et un grand homme en uniforme de sécurité de l'hôtel. La femme avait un enregistreur vocal dans la main, dans lequel une petite lumière rouge brillait. Chloé a reculé. Elle était coincée dans la même position. Une main accroupie sur l'épaule de son fils. Ses yeux étaient sauvages, fixés de terreur. Son regard dérivait de moi aux personnes dans l'embrasure de la porte et vice-versa. Elle comprenait tout. Elle comprenait que ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une explosion spontanée. Tout cela n'était qu'une mise en scène, une présentation dans laquelle elle n'avait fait que jouer son dernier et plus désastreux rôle. La femme en tenue grise est entrée dans la pièce. Sa voix était calme, mais il n'y avait pas d'argument. Chloé Dubois. Je suis Madame Patrice Evans, inspectrice des services de protection de l'enfance. Mon collègue et moi avons écouté et enregistré tout ce qui s'est passé ici au cours des 10 dernières minutes, y compris vos menaces et l'utilisation de la force physique contre votre fils, Lucas Mercier. S'il vous plaît, libérez l'enfant immédiatement. L'étreinte de Chloé s'est relâchée. Sa main est tombée mollement de l'épaule de Lucas. Le garçon s'est instantanément précipité vers moi et m'a serré fort, enfouissant son visage dans mes genoux. J'ai caressé sa tête. C'était fini. Bien sûr, je leur ai demandé de venir. C'était la partie finale de mon plan. Quand j'ai appelé Cher ce matin, je ne lui ai pas seulement demandé l'inspection à leur maison. Je lui ai demandé de contacter les services de protection de l'enfance, d'expliquer la situation et de leur dire que la mère, dans un état de détresse émotionnelle et poursuivie pour suspicion d'un crime grave, essaierait très probablement d'utiliser les enfants comme levier. J'ai loué 2 chambres adjacentes, j'ai demandé à la direction du motel d'ouvrir la porte de communication et j'ai demandé à l'inspectrice et aux gardes d'attendre simplement, d'attendre le signal. Et ils ont attendu. Chloé se tenait au milieu de la pièce, brisée, dévastée. Le masque de maternité qu'elle avait porté si longtemps et si habilement s'était écroulé en poussière, exposant son vrai visage laid. Elle ne criait plus. Elle regardait juste dans le vide. Maxime restait à genoux, sanglotant et marmonnant quelque chose pour lui-même. Il était pathétique. Il n'était rien. L'inspectrice Evans s'est approchée de lui. « S'il vous plaît, levez-vous.
Je crois que vous et votre femme avez une longue conversation devant vous avec des représentants d'autres agences. L'agent de sécurité vous escortera en bas. Ils sont partis sans me regarder ni les enfants. 2 fantômes, 2 ombres à qui leur vie imaginaire et volée venaient juste d'être enlevées. Quand ils furent partis, l'inspectrice ferma la porte derrière eux. Puis elle est venue vers moi, se penchant pour être au niveau des yeux des enfants. « Lucas, Emma, dit-elle doucement, je m'appelle Madame Evans. Tout ira bien maintenant. Vous resterez avec votre grand-père pour l'instant. Il prendra soin de vous. » Elle m'a regardé, et dans ses yeux fatigués, j'ai vu non seulement un devoir professionnel, mais une simple compassion humaine pour la première fois. « Jean-Pierre Mercier, dit-elle, vous avez tout fait correctement. Vous êtes un homme très fort. » Je regardais mes petits-enfants qui s'accrochaient à moi comme 2 poussins effrayés. « Fort ? Je ne sais pas. J'ai juste fait ce que je devais faire, ce que la vie m'avait appris. Protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. J'étais infirmier, et c'était mon patient le plus important, ma famille. Je venais de réaliser l'opération la plus difficile de ma vie. J'ai hoché la tête à l'inspectrice, incapable de prononcer un seul mot, tenant simplement mes petits-enfants plus serrés, respirant le parfum de leurs cheveux. Ce parfum était la seule chose qui était réelle dans ce monde effondré. Je savais que ma tâche principale maintenant était de construire un nouveau monde pour eux. Un vrai. À partir d'une page blanche. Plusieurs semaines, peut-être des mois, se sont écoulés. Le temps a perdu sa linéarité habituelle. Il est devenu épais et rempli d'événements, chacun plus important que le dernier. Les jours étaient remplis de réunions avec des avocats, des médecins, des thérapeutes et des représentants des services de protection de l'enfance. Les nuits étaient courtes, anxieuses, pleines de pensées. Je vivais au bord de l'épuisement. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais vraiment vivant. Je n'étais pas un serviteur, pas une ombre. J'étais le centre, l'axe autour duquel tournait le destin de ma famille. Maintenant, tout cela est derrière moi. L'agitation s'est calmée, laissant derrière elle une nouvelle réalité. Nous avons déménagé. Avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai loué un grand appartement lumineux dans un quartier calme, près d'un parc communautaire. Il a de hauts plafonds et d'énormes fenêtres qui laissent entrer le soleil toute la journée. L'air ici ne sent pas la stérilité et les mensonges. Il sent les géraniums luxuriants que j'ai mis sur tous les rebords de fenêtres et les cookies fraîchement cuits. Les murs sont couverts de dessins maladroits mais lumineux de Lucas et Emma. C'est une maison, notre maison. J'ai obtenu la garde temporaire des petits-enfants. Le processus a été long et agonisant, mais l'enregistrement fait dans cette chambre de motel est devenu l'argument décisif. Maxime et Chloé. J'essaie de ne pas suivre leur destin. Je sais qu'une enquête est en cours. Ils ont été accusés d'emprisonnement illégal, de fraude à grande échelle, de falsification de documents et d'abandon d'une personne en danger. Tout un bouquet de crimes. Ils attendent leur procès et sans aucun doute la prison. Je ne ressens ni triomphe ni désir de vengeance, seulement une fatigue froide et détachée. Ils ont choisi leur propre chemin. Mon chemin mène maintenant dans une direction différente. Le plus important est Mireille. Elle est avec nous. Le même jour, tout a été révélé, elle a été sortie de ce sous-sol. Cher s'est assuré qu'elle soit transférée dans la meilleure clinique de réadaptation. Quand je l'ai vue pour la première fois dans la chambre d'hôpital, mon cœur a failli se briser. Elle était mince, pâle, avec un regard terne et vide. 5 ans avec presque aucun mouvement sous sédatifs lourds l'avaient transformée en une ombre d'elle-même. Mais elle était vivante. Et elle était une combattante. Elle l'a toujours été. Le médecin a dit que son cerveau n'avait pas subi de dommages irréversibles, que les années de sédation l'avaient mise dans un état de coma artificiel. Mais il y avait une chance de récupération. Lente, difficile, mais présente. J'ai obtenu la tutelle légale complète sur elle. Maintenant, j'étais responsable de sa vie, de sa santé, de son avenir. Et ce fardeau de responsabilité était le plus doux que j'ai jamais porté. Maintenant, elle est assise dans le salon.
Dans un fauteuil roulant moderne et confortable, nous échangeons la blouse d'hôpital contre un peignoir de maison doux de couleur pêche. Ses cheveux, autrefois ternes et emmêlés, sont maintenant courts et soigneusement coupés. Les premières mèches d'argent pur perçant. Elle ne parle toujours pas, mais elle ne regarde plus dans le vide. Ses yeux, ils sont clairs. Il y a de la pensée en eux. Il y a de la reconnaissance. Quand j'entre dans la pièce, son regard me suit. Quand Emma s'approche d'elle et place sa petite main sur son bras, les doigts de Mireille se serrent faiblement mais sensiblement, tenant cette main chaude. Chaque jour, une kinésithérapeute, une jeune femme noire énergique, vient chez nous. Ensemble, nous faisons des exercices avec Mireille, travaillant ses muscles contractés. C'est un travail infernal. Et je vois la sueur perler sur le front de ma sœur. Comment elle serre les dents. Mais elle n'abandonne pas. Après chaque séance, elle a l'air épuisée, mais quelque chose de nouveau apparaît dans ses yeux, une étincelle, l'étincelle obstinée, Mercier dont je me souviens de l'enfance. Lucas et Emma s'adaptent à la nouvelle vie. La psychologue qui travaille avec eux a dit qu'ils ont besoin de temps. Ils ont traversé un traumatisme. Ils ont vu des choses que les enfants ne devraient pas voir. Mais leurs jeunes esprits sont résilients. Ils savent qu'ils sont en sécurité maintenant. Ils savent qu'ils sont aimés. Emma plane constamment près du fauteuil roulant de Mireille, lui racontant des secrets, lui montrant des images dans des livres. Elle l'appelle Tante Mireille. Pour elle, c'est juste une nouvelle parente silencieuse et très aimée. Lucas est plus renfermé. Il ne parle presque jamais de ses parents. Mais un soir, quand je le bordais, il a soudainement demandé « Papy, est-ce que maman et papa vont revenir ?» Jamais. Je me suis assis au bord de son lit. Je ne sais pas, Lucas. Peut-être un jour, dans très longtemps. Mais notre maison est ici maintenant. Et je serai toujours avec toi. Il m'a regardé avec ses yeux sérieux d'adulte et a hoché la tête. Et il n'a plus demandé. Aujourd'hui est une chaude journée d'automne. Je suis assis sur notre petit balcon couvert de lierre sauvage. J'ai une tasse de thé Earl Grey chaud dans les mains. En bas dans la pièce, j'entends des voix. Emma rit. Lucas raconte une histoire avec enthousiasme. Et parmi ces sons, un nouveau, silencieux, comme le bruissement des feuilles. C'est Mireille. Hier, pour la première fois en 5 ans, elle a fait un son. Pas un mot, juste un son. Mais pour nous, c'était une victoire, la plus grande victoire. Je regarde le ciel. Je ne suis plus un serviteur dans une maison froide et inconnue. Je ne suis pas une fonction, pas un accessoire gratuit. Je suis le chef de famille. Je suis le protecteur. Je suis le patriarche. Je suis libre. Ce sentiment n'est pas venu immédiatement. Il a germé en moi lentement, avec les premiers succès de Mireille, avec les premières nuits paisibles de mes petits-enfants, avec la première fleur de géranium sur ma fenêtre. Ce n'est pas une joie bruyante, pas les acclamations d'un vainqueur. C'est calme, profond, comme un lac d'automne. Confiance. La certitude que je suis là où je dois être, que tout ce qui s'est passé m'a mené ici, à ce point. En ce jour ensoleillé, sur ce balcon, je sirote mon thé. Il est âpre et chaud. La vie continue. Ce sera difficile. Nous avons un long chemin devant nous, mais nous le parcourrons ensemble. Ma sœur, mes petits-enfants et moi, nous sommes une famille. Et cette fois, nous construirons notre bonheur sur une base solide, sur la vérité et sur l'amour. Ceci conclut l'histoire de Jean-Pierre Mercier. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est sans aucun doute un récit très difficile et à multiples facettes sur la trahison par les personnes les plus proches et la force d'esprit incroyable qui peut se cacher derrière le masque de la vieillesse tranquille. Cette histoire laisse beaucoup de questions derrière elle, n'est-ce pas? La trahison d'un fils est peut-être la chose la plus terrible qu'un père puisse endurer. Mais Jean-Pierre ne s'est pas brisé. Il a transformé sa douleur en un plan froid et calculé. Que pensez-vous, chers auditeurs? A-t-il bien fait? Sa vengeance, son coup précis et impitoyable contre son fils et sa belle-fille, était-elle justifiée? Ou aurait-il dû essayer de parler, de trouver une autre issue?
Qu'auriez-vous fait à sa place face à une telle vérité monstrueuse? Peut-être avez-vous des questions restantes ou avez-vous trouvé quelque chose de particulièrement intéressant dans cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je serai très intéressé de les lire. Votre opinion est très importante pour nous et aide notre chaîne à grandir. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour ne pas manquer de nouvelles histoires tout aussi captivantes. Chaque j'aime et chaque commentaire est le meilleur remerciement pour notre travail. Nous vous souhaitons le meilleur. À la fin de cette vidéo, une fenêtre apparaîtra au centre de l'écran. Cliquez dessus pour regarder nos autres histoires les plus captivantes. Flip-flops. Clever. It was worth it. Funny. Look at Maggie staying behind trying to gun them all down. Jesus. Am I meant to remember anything? Shame on you. That was funny. Where did that other door go to? That was upstairs. It said slums. Why Slums didn't just we go out outside. it? Another side outside, I Oh. guess. That's morbid. There's a flip side to that. You're also consistent at getting out of bed. You get out every day. Message out to the world See? and just You're consistent at eating. Consistent at playing games. Consistent at talking. Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? I can hear you. Shut up, Crane. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, One Doc. sec. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. I fail at all those things? So maybe you fail at being depressed too then. Which turns itself into a positive. Right? That's how it works. You're welcome. This has been Therapy with Kimbu. You now owe me $450 for the 30-minute session. Straight up how my pocket felt going out of a psychiatrist. Was not worth it. Let me open it! 1 second, need to get a small loan. I'm not bothering with that. Why am I stuck? I only got one more repair on this thing left. Let's try it out. Oh, that's so neat! Oh, it doesn't work that well. Okay. Did you go outside? Yeah. Well, I'm in. So is the grapple still better? I mean, the glider didn't seem to work very effectively, but maybe it's just meant for like small spaces. True. Oh my god!
Me dead. I didn't actually think you would even die from that IRL. Like, I'm not even gonna lie. What'd you do? Jumped off a building. Where are we going? So glad I did.